L'Ukraine a déjà réussi à infliger de sérieux dégâts à la Russie grâce à ses frappes de drones longue portée. Les raffineries de pétrole ont été une cible clé, et la Russie doit maintenant faire face à des pénuries d'attention d'essence, en raison de 40% de sa capacité de raffinage ayant été mise hors service ces derniers mois. La situation va empirer, bien davantage. La Russie avait déjà beaucoup de mal à faire face aux drones ukrainiens. Maintenant, une nouvelle arme a pris son envol. L'Ukraine vient tout juste de lancer le missile Flamingo, et la Russie était impuissante à l'arrêter. Nous avons eu nos premiers indices que le Flamingo est passé du stade de concept à celui d'une arme prête au combat et utilisable. Selon Volodymyr Zelensky, le 6 octobre, le Kiev Post a suggéré que l'Ukraine utilisait plus que des drones pour ses frappes de longue portée contre la Russie. Des missiles sont également utilisés, affirme Zelensky, ce qui constitue l'indice le plus fort à ce jour que les missiles Flamingo de l'Ukraine sont en train de frapper la Russie en ce moment même. RBC. Ukraine précise que Zelensky a évoqué ces informations lors d'une conférence de presse avec le Premier ministre néerlandais Dick Schoof, en référence à de récentes vidéos diffusées sur les réseaux sociaux. On imagine Zelensky faire un clin d'œil et un signe de tête aux journalistes à Kiev, comme il l'a dit. D'après ces frappes, je pense que les gens peuvent comprendre, à partir des fragments sur les réseaux sociaux, où les drones sont utilisés et où ils ne le sont pas. Cette partie de la citation est la plus importante. Mentionner brièvement des frappes en Russie revient presque à confirmer que l'Ukraine utilise ses missiles pour des frappes à longue portée. A-t-elle autre chose pour un travail similaire? Le Pentagone a discrètement bloqué des missiles occidentaux comme les ATACMS, selon le Wall Street Journal en août. Ce blocage, qui imposait à l'Ukraine une approbation finale par le secrétaire à la défense américain Pete Hegseth, pourrait avoir été levé. Mais même si c'est le cas, l'Ukraine ne peut pas frapper beaucoup plus loin que les régions frontalières de la Russie, avec ses missiles fabriqués en Occident. Ils n'ont tout simplement pas la portée du Flamingo. Cependant, Zelensky a refusé d'en dire plus après avoir laissé entendre cela. Aucun détail opérationnel n'a été fourni, ce qui signifie que nous ne savons pas, avec certitude, quand ou où le Flamingo a pris son envol. Une frappe pourrait survenir, alors restez attentifs pour en savoir plus. Zelensky avait de bonnes raisons de ne donner qu'un indice. L'Ukraine ne veut donner à la Russie aucune chance de se préparer aux tactiques ukrainiennes, quelles qu'elles soient. Si le flamand est utilisé, l'Ukraine veut empêcher la Russie de trouver une contre-mesure, comme déployer des systèmes de défense aérienne sur les cibles annoncées. L'Ukraine a tiré des leçons de ses erreurs. En 2023, l'Ukraine a passé plusieurs mois à faire la promotion d'une contre-offensive censée briser les lignes russes et permettre à l'Ukraine de reprendre la majeure partie de son territoire occupé. Le temps entre planification et exécution. Et le fait que l'Ukraine ait été si ouverte sur ses intentions a donné à la Russie l'occasion de préparer des défenses en profondeur. Cela a plongé l'Ukraine dans un bourbier. Quelques progrès ont été réalisés. Cependant, l'Ukraine n'a pas du tout obtenu les avancées décisives qu'elle souhaitait réaliser. Leçon apprise. En 2023, l'Ukraine ne doit pas laisser la Russie deviner ses intentions. Le Kyiv Post rapporte que Volodymyr Zelensky a donné quelques chiffres en conférence de presse. Volodymyr Zelensky a réitéré une affirmation précédente selon laquelle environ 60% des frappes en profondeur de l'Ukraine sur le territoire russe sont menées par des systèmes sans pilote. Certains de ces systèmes atteignent des cibles à plus de 1500 km, laissant 40% des frappes inexpliquées. La polémique sur l'usage des flamants roses s'intensifie avec les indices de Volodymyr Zelensky. Le Kyiv Post a également contacté l'état-major général ukrainien pour leur demander s'ils pouvaient confirmer des rapports faisant état de l'utilisation de missiles flamants roses contre la Russie. Le média n'a pas eu la réponse attendue. Non, nous ne disposons pas de telles informations, a indiqué l'état-major, qui les possède pourtant. Mais, comme Zelensky, l'état-major général de l'Ukraine ne prend aucun risque lorsqu'il s'agit de révéler des informations que la Russie pourrait utiliser contre l'Ukraine. Selon l'expression, des paroles imprudentes peuvent couler des navires et des bavardages faire chuter le flamant rose en vol. Les propos de Zelensky suggèrent que le flamant rose est actif et que nous connaissons peut-être où le nouveau missile ukrainien a frappé. Selon un rapport du 5 octobre, The Economist indique que le flamant rose aurait été utilisé, peut-être contre des raffineries russes. Dans un article discutant de l'impact de 2 mois de frappes constantes et à longue portée contre la capacité de raffinage de la Russie, le média a déclaré « Il y a également des rapports selon lesquels des missiles de croisière FP, 5 flamants roses, ont commencé à être utilisés. Ils volent bien plus vite que les drones.
à 50 mètres d'altitude sur plus de 3000 km, avec une ogive de 1150 kg, leur assurant une grande puissance de frappe. C'est plus d'une tonne de puissance de feu d'ailleurs, ce qui montre à quel point le flamant rose serait dévastateur lorsqu'il atteint sa cible. Cependant, The Economist ne mentionne pas une frappe spécifique contre une raffinerie. Il confirme simplement que le flamant rose est utilisé. Les détails d'une frappe plus précise proviennent en fait d'un rapport d'août de Militani. Et pour cette frappe, qui pourrait bien avoir été la première de l'Ukraine utilisant le flamant rose, ce n'était pas une raffinerie qui s'est retrouvée dans la ligne de mire de l'Ukraine, c'était la Crimée. Le média indique que des frappes contre des patrouilleurs et un avant-poste du FSS sur la péninsule occupée n'ont pas été menées, avec des missiles Neptune, contrairement à ce qui était supposé. L'Ukraine avait plutôt lancé des missiles Flammante Rose lors d'un triple tir depuis sa côte le 30 août selon Militani. Ces missiles ont décollé les uns après les autres, utilisant des propulseurs à combustible solide avant de foncer vers leur cible. Les images satellites du poste avancé du FSS avant et après la frappe ukrainienne semblent également confirmer que l'Ukraine a utilisé une arme bien plus puissante que ces missiles Neptune. La faible résolution des images ne permet pas de mesurer tous les dégâts, mais on constate que le bâtiment principal du poste avancé a été détruit. On constate également des dégâts causés par le feu dans la zone environnante, ce qui suggère une explosion que les missiles Neptune et les drones ukrainiens ne peuvent pas provoquer. Aucune de ces informations n'est confirmée à ce stade. L'Ukraine ne confirmera sûrement pas l'usage de missiles Flamingo contre la Crimée ou des raffineries russes. Cependant, des preuves circonstancielles commencent à s'accumuler. Des images montrant les conséquences des frappes, suggérant l'usage d'une arme plus puissante que ce qu'a utilisé l'Ukraine jusque-là, circulent. Avec les allusions de Volodymyr Zelensky sur les vidéos en ligne, affirmant que l'Ukraine utilise des drones dans 60% de ses frappes contre la Russie, une seule conclusion semble possible. Flamingo est actif et frappe la Russie durement. Cela nous amène à ce que nous savons sur Flamingo jusqu'à présent. Comme pour les frappes elles-mêmes, l'Ukraine n'a pas révélé grand-chose sur le fonctionnement interne de son nouveau missile. Plusieurs sources ont compilé des informations à partir des présentations de Flamingo lors d'expositions et de déclarations ukrainiennes. Cela nous donne une bonne idée de ce dont le Flamingo est capable. Nous avons déjà évoqué des caractéristiques du missile. On pense que le Flamingo a une portée de 3000 km, ce qui équivaut à environ 1864 miles. C'est suffisamment long pour mettre presque n'importe quelle cible stratégique à l'intérieur de la Russie à portée, y compris la capitale, Moscou. Les seuls endroits que le Flamingo ne peut pas atteindre en Russie se trouvent dans les régions de l'extrême-orient du pays, qui ne sont de toute façon pas particulièrement concernées par la guerre en Ukraine. Le missile a aussi une ogive de plus d'une tonne. Pour donner une idée des dégâts qu'une telle ogive pourrait causer, nous pouvons utiliser l'outil Nations Unies, SaferGuard, pour estimer la taille de l'explosion d'un Flamingo. En supposant une ogive entièrement chargée et une frappe contre une cible située à 1500 km, le Flamingo exploserait avec une force suffisante pour être immédiatement mortel pour toute personne se trouvant dans un rayon de 24 mètres. Cela représente une zone d'explosion d'environ 24 mètres pour les pertes humaines directes, tandis que ceux qui se trouvent en dehors de cette zone restent exposés à un risque important de lésions pulmonaires et de tympans perforés. Les bâtiments s'en sortent encore moins. Les maisons ou structures non blindées, dans un rayon de 35 mètres, 114 pieds, seront entièrement détruites par une explosion de flamants roses. Les bâtiments peuvent aussi devenir inhabitables à plus de 4 fois la distance de destruction des maisons. Flamant rose frappe très fort. De plus, il s'agit d'une attaque menée contre une cible située à 1500 km de distance. Réduisez la distance à parcourir pour le flamant rose. Il peut causer encore plus de dégâts, selon SaferGuard. Au-delà de sa portée et de ses capacités destructrices, nous savons aussi que l'Ukraine a combiné des technologies anciennes et nouvelles pour concevoir le flamant rose. The Economist donne les détails dans son article du 5 octobre, où il évoque les fabricants du flamant rose. Firepoint a servi à fabriquer la nouvelle arme ukrainienne. Firepoint fabrique le FP-5 avec des turboréacteurs soviétiques réutilisés et un fuselage en fibre de carbone produit en 6 heures, selon le média. L'Ukraine a une fois de plus trouvé comment transformer l'ancien en quelque chose de nouveau et de létal. C'est très différent de l'usage de la technologie soviétique par la Russie. Tout ce que le Kremlin trouve à faire avec ces vieilles armes, c'est de les envoyer en Ukraine pour qu'elles soient détruites. On en est arrivé au point où la Russie est sur le point de manquer de tout ce qu'elle possède d'ici 2026. Regardez notre vidéo pour découvrir comment la guerre d'usure de la Russie s'est retournée contre le Kremlin. Le nom compte aussi. Flamant rose n'est pas le plus menaçant pour un missile si puissant, mais ce surnom a une raison d'être.
Selon le Kiev Post, une petite erreur de fabrication dans le premier lot de missiles a fait qu'ils sont sortis roses. Ce lot a été surnommé le Flamant Rose, et ce nom est resté depuis. Si vous voulez quelque chose de plus officiel, sonore. The Economist note que le missile est aussi appelé FP5. Une comparaison directe avec un missile occidental a été faite. Le Tomahawk américain est l'équivalent occidental le plus proche du Flamingo. Le missile ukrainien présente plusieurs avantages par rapport à l'américain, notamment son coût inférieur. Un missile Tomahawk peut coûter jusqu'à 2 millions de dollars selon le modèle. Un Flamingo coûte un quart de ce prix, tout en offrant une portée supérieure et une charge utile plus importante. L'inconvénient, selon The Economist, est que les missiles Tomahawk sont probablement plus précis et plus difficiles à abattre que les missiles Flamingo. Même ainsi, le Flamingo a encore des atouts. Nous avons mentionné plus tôt que le missile peut voler à seulement 50 mètres du sol, ce qui le rend difficile à détecter pour les radars de défense aérienne. En raison de sa portée, ajoute The Economist, le Flamingo pouvait également changer de vecteur plusieurs fois en route vers une cible, ce qui pouvait aussi suffire à tromper ou à éviter les systèmes de défense aérienne. Le nouveau missile ukrainien, similaire au Tomahawk américain, représente un progrès majeur dans la capacité de frappe à longue portée de l'Ukraine, selon Army Recognition, à propos de la première frappe du Flamingo en Russie. Sa lourde charge, sa longue portée et son guidage simplifié en font une arme idéale pour des cibles stratégiques comme usines, dépôts de munitions et centres logistiques, bien au-delà de la ligne de front, affirme Army Recognition. Il précise que l'Ukraine aurait pu utiliser le Flamingo pour viser des cibles à Belgorod et en Crimée, mais aucune confirmation officielle ukrainienne n'existe pour ces frappes. Il semble presque certain que le Flamingo est prêt à l'emploi, et que l'Ukraine l'utilise pour mener plusieurs frappes. Cela nous amène à nous demander, que va-t-il se passer maintenant que le nouveau missile dévastateur de l'Ukraine est entré sur le champ de bataille? Un homme pense que ce missile pourrait changer la donne. Cet homme est l'ex-directeur de la CIA, le général David Petraeus, qui a dit cela en octobre. C'est l'ingéniosité ukrainienne. Ils ont adapté d'anciennes bombes soviétiques en explosifs pour des missiles de croisière. Ils l'ont conçu avec un moteur à réaction et un guidage, a déclaré Petraeus. Cela va changer la donne. S'il est produit en grande quantité, cela aura un impact majeur sur le champ de bataille en Fédération de Russie, ce qui est très important. La question des grandes quantités est cruciale. Le Flamingo n'aidera pas vraiment l'Ukraine, si elle ne peut en produire que quelques-uns. Comme souvent, l'argent décidera de l'efficacité du Flamingo. Zelensky en est aussi conscient que quiconque face à la Russie. Le 6 octobre, la Pravda a indiqué que le président ukrainien a souligné le potentiel de l'Ukraine, à condition que les partenaires occidentaux poursuivent leur soutien financier. Zelensky a déclaré que l'industrie de défense ukrainienne, fortement développée depuis la guerre, pourrait atteindre 35 milliards de dollars de production d'ici 2026. Pouvoir atteindre ce chiffre est différent. C'est là que l'aide de l'Occident intervient. L'Ukraine tente de maximiser les fonds via son industrie de défense. Si elle a un surplus d'armes, elle peut les proposer à ses partenaires, en échange de leur investissement dans l'industrie de défense ukrainienne. Des accords existent pour ouvrir des plateformes d'export-import en Europe, aux États-Unis et au Moyen-Orient. Zelensky a annoncé que ces plateformes seront lancées d'ici la fin de l'année. Ces plateformes garantiraient le financement de l'Ukraine. Il ne s'agit donc plus seulement de construire pour consommer. Ce serait énorme pour Flamingo. Cela voudrait dire que l'Ukraine aurait de l'argent à dépenser pour fabriquer davantage de missiles dont elle sait qu'ils peuvent causer de gros problèmes à la Russie. La production de Flamingo aurait besoin d'aide actuellement. Le Kyiv Post indique que Firepoint pouvait produire un missile par jour début 2025. Cependant, elle s'était fixée pour objectif de construire 7 missiles Flamingo par jour d'ici octobre. Si Firepoint atteint son objectif, l'Ukraine recevra 2555 missiles par an pour environ 127 milliards de dollars. Avec plus d'argent, ces chiffres pourraient augmenter. Désormais, la Crimée, les raffineries russes et d'autres cibles choisies par l'Ukraine pourraient être détruites. Si produit à grande échelle, le Flamingo pourrait bouleverser bien plus que la guerre en Ukraine. Army Recognition souligne que le Flamingo se démarque en Europe. Les missiles longue portée du continent, comme le Storm Shadow et le Taurus allemand, ont une portée plus courte, une charge utile moindre et sont plus coûteux. Comme le Tomahawk, ces missiles européens sont probablement plus précis dans le Flamingo. Si l'Ukraine parvient à produire en masse des missiles Flamingo, cela ne posera pas vraiment problème. Cependant, ces missiles ne remplaceront sans doute pas ceux déjà fabriqués en Europe.
Cela offrira une alternative pour différents types de frappes, permettant à l'Europe de soutenir l'Ukraine et de reconstituer ses stocks. Pourquoi la précision est-elle moins importante? Plusieurs pays occidentaux cherchent à répondre à ce que Forbes a qualifié en 2023 de besoins militaires urgents, la masse abordable. Lauren Thompson, principale contributrice du média, évoque le problème du volume auquel l'Occident fait face, selon la perspective américaine. L'armée américaine détient les armes les plus avancées, mais leur coût élevé limite sa masse, selon Thompson. Des experts pensent que le stock de munitions de précision à longue portée pourrait s'épuiser en quelques semaines. Après le début d'une guerre avec la Chine, l'Occident cherche une nouvelle arme à longue portée. Elle associe fabrication rapide, guidage simplifié et réutilisation de composants pour une production de masse abordable. Le Flamingo remplit ces critères, justifiant l'investissement massif de l'Occident en Ukraine pour lancer sa production à grande échelle. La Russie sait tout cela. Elle sait que plus de missiles Flamingo permettraient à l'Ukraine de frapper et dévaster de nombreuses installations militaires et infrastructures stratégiques majeures. Et si les frappes constantes de l'Ukraine contre le raffinage du pétrole russe nous apprennent quelque chose, c'est que la Russie est loin d'avoir le nombre de défenses aériennes nécessaires pour protéger certains de ses actifs nationaux les plus critiques. La Russie ne peut pas permettre à l'Ukraine d'en arriver au point où le missile Flamingo serait stocké par milliers. Alors elle essaye de stopper la production de Flamingo dès le début. Le 4 septembre, Telewizja Polska World a indiqué que la Russie avait tenté de détruire une usine présumée de missiles Flamingo lors d'une frappe nocturne sur Kalouch. Selon la chaîne, la ville a subi l'une des plus grandes attaques de drones et de missiles russes, visant surtout le parc industriel de Kalouch, où le missile Flamingo aurait pu être fabriqué. La frappe russe a réussi à incendier plusieurs bâtiments de ce parc industriel. Quant à savoir si la Russie a réussi à toucher une usine de production de Flamingo, nous n'en savons tout simplement rien. La Russie n'a pas affirmé l'avoir fait, et l'Ukraine ne le révélerait probablement pas si c'était le cas. Néanmoins, cette tentative de frappe prouve que la Russie sait à quel point Flamingo est dangereux pour ses ambitions de soumettre l'Ukraine. Quand le flamant rose vole, la Russie brûle. Kaliningrad a longtemps été vue comme l'arme secrète de la Russie. Blotti entre la Pologne et la Lituanie, l'enclave russe est, selon beaucoup, l'endroit où une guerre avec l'OTAN commencerait. Ce serait une menace. Des armes y sont stockées. Des missiles pouvant être capables de transporter des armes nucléaires pourraient être lancés depuis Kaliningrad. Le Kremlin veut vous faire croire que la mainmise de la Russie sur son enclave est plus forte que jamais. Le Kremlin ment. L'emprise de Vladimir Poutine sur Kaliningrad faiblit à mesure que le Kremlin perd le contrôle de ce territoire clé. Et il suffit de regarder la rhétorique qui émane actuellement de la Russie pour voir Vladimir Poutine paniquer. Bien sûr, Vladimir Poutine ne paniquerait jamais en public lui-même. À la place, il emploie une armée de laquais et de porte-parole pour lancer des menaces, des accusations et des mensonges à quiconque veut bien les écouter. Parmi ces courtisans, l'une des voix les plus fortes est celle de l'homme qui fait grand bruit sur une prétendue guerre Russie-OTAN. Sergueï Lavrov, l'un des porte-paroles favoris de Poutine, a fait de son fonds de commerce d'affirmer que l'OTAN mène une guerre contre la Russie depuis que Poutine a lancé sa soi-disant opération militaire spéciale en Ukraine. C'est seulement quelques mois après l'échec de l'invasion et le début du soutien occidental à l'Ukraine que Lavrov a commencé ses accusations. Sky News a relayé en mai 2022 des propos de Lavrov affirmant que le collectif. L'Occident a lancé une guerre hybride contre la Russie en soutenant l'Ukraine par sanctions et aide militaire. Nous avons tout fait pour éviter l'affrontement, mais le défi est lancé. Nous l'acceptons, a déclaré Lavrov. Les sanctions nous sont familières. Elles ont presque toujours existé sous une forme ou une autre. Poutine, via son porte-parole, affirme que l'OTAN a lancé le combat et que la Russie est prête à le gagner. Avançons jusqu'en septembre 2025 et les mêmes vieilles absurdités continuent de sortir de la bouche de Lavrov. Lavrov affirme cette fois que tous les soutiens de l'Ukraine ont déclaré la guerre à la Russie. Le reste de l'Europe ose simplement répondre, comme tout continent face aux agressions constantes de la Russie. Apparaissant à la réunion du groupe des 20 ou G20 des ministres des Affaires étrangères, aux Nations Unies ou à l'Organisation des Nations Unies. En septembre, Lavrov a réaffirmé que l'Occident avait causé la crise en soutenant l'Ukraine face à la Russie. Pire encore, Lavrov a suggéré que l'OTAN, l'Union européenne et même l'Organisation des Nations Unies elle-même étaient engagées dans un conflit direct avec la Russie. La Russie propage ce faux récit depuis un moment, et cela s'inscrit dans un ensemble plus vaste. L'animateur de The Russian Dude, Artem Dikarev,
parle d'un besoin désespéré de la Russie de se présenter sans cesse en victime face à l'OTAN. Dans ce désespoir, nous commençons à voir. Les propos de Lavrov sont liés à la situation à Kaliningrad, au G20, à l'Organisation des Nations Unies, ou lors de toute réception internationale. Lavrov répète toujours la théorie du complot de Poutine. L'Occident a déclaré la guerre à la Russie, dit Dikarev. L'enclave de Kaliningrad, encerclée de monstres, recevra une réponse ferme de Moscou. La Russie se présente toujours en victime, tout en occultant la violence infligée à l'Ukraine pour revendiquer. Chaque tentative de l'Europe pour se défendre, elle et l'Ukraine, contre l'agression russe est, d'une manière ou d'une autre, considérée comme le début d'une guerre. La guerre a commencé depuis longtemps. C'est la Russie qui l'a déclenchée. La Russie se présente en victime éternelle pour dissimuler un secret que le Kremlin veut garder caché. On le constate en lisant entre les lignes des propos de Lavrov et ses tentatives d'intimider l'Occident pour qu'il cesse ses actions actuelles. Suite aux actions russes, Lavrov transmet un message qu'il ne souhaitait pas envoyer. Il ne s'agit pas seulement de la Russie, mais aussi de Kaliningrad, utilisé depuis longtemps pour projeter sa puissance. Derrière la fumée, les démonstrations de force et les discours sur une réponse décisive se cache une réalité qui s'effondre. Dikarev dit que le Kremlin est terrifié. Dikarev considère les propos de Lavrov comme les divagations d'un paranoïaque. Qui sait que l'Occident pourrait prendre Kaliningrad à la Russie à tout moment, s'il le jugeait nécessaire. C'est pourquoi, selon Dikarev, les propos de Lavrov ne s'adressent pas vraiment à l'OTAN ou à tout autre ennemi présumé de la Russie. Lavrov et Poutine utilisent les menaces russes pour afficher une image de puissance auprès du peuple russe, plutôt que face aux ennemis supposés de l'État. Et c'est une approche qui a le potentiel de fonctionner, du moins en Russie continentale, où la grande majorité de la population obtient la plupart de ses informations auprès des sources officielles d'informations russes. Reporters sans frontières souligne que près des 2/3 des Russes s'informent principalement via la télévision russe. Les chaînes qu'ils regardent sont toutes contrôlées par l'État, diffusant le récit voulu par le Kremlin. Actuellement, Lavrov affirme que l'OTAN et l'Union européenne sont des menaces et que la Russie doit se préparer. Beaucoup de Russes ont Internet, avec un taux de connexion très élevé, selon Reporters sans frontières. Mais cela ne suffit souvent pas à contrer la propagande du Kremlin. Le Centre pour les données et la recherche, ou Centre pour les données et la recherche, met en avant ce fait dans un rapport de mars 2025. Il précise que les médias indépendants fonctionnent encore en Russie malgré la censure. La plupart de ces médias doivent compter sur Internet pour diffuser leurs messages, et c'est là que réside le problème. Telegram est souvent la plateforme privilégiée. 44% des Russes interrogés par le CEDA disent suivre volontairement uniquement des chaînes pro-gouvernementales sur leur réseau social. En revanche, seuls 14% suivent ce que le CEDA appelle des chaînes d'opposition. Cela suggère que le russe moyen ne se limite pas à croire un faux récit, mais accepte de suivre le Kremlin sur cette voie. Le problème de la Russie, notamment pour Kaliningrad, c'est que un récit qui peut fonctionner sur ce que certains pourraient appeler le public russe volontairement ignorant n'est pas aussi efficace que d'intimider ceux qui comptent vraiment pour la Russie. Selon Dikarev, l'élite russe sait qu'il est difficile de tromper les personnes intelligentes, alors elle cible ceux qui y croient. C'est destiné aux Russes eux-mêmes. Lavrov doit convaincre la population, qui souffre de la faim à cause des sanctions, perd ses fils sur le champ de bataille et voit l'économie s'effondrer, que tous ces sacrifices sont nécessaires. L'OTAN approche, Lavrov et le Kremlin veulent que les Russes y croient. Mais si la propagande agit sur le continent, Kaliningrad est un cas à part. La Russie aura sans doute plus de difficultés à persuader les habitants de cette enclave que l'OTAN et l'Union européenne sont des ennemis, comme le veut le Kremlin. Cette difficulté à convaincre la population de Kaliningrad pourrait faire perdre à Poutine le contrôle de l'enclave. Nous y reviendrons plus tard. Concentrons-nous d'abord sur le problème de Kaliningrad pour la Russie. Le Kremlin estime que ce problème touche presque toute l'Europe, le principal différend avec la Russie étant l'expansion de l'OTAN ces dernières décennies. Les affirmations de la Russie sur une menace d'élargissement de l'OTAN sont fausses, comme l'indique Dikarev. L'OTAN ne s'est pas agrandie pour provoquer la Russie, affirme-t-il. Elle s'est élargie car les voisins de la Russie, méfiants envers Moscou, ont dit non. La Russie a raison de dire que l'OTAN s'élargit. Le Centre de sécurité internationale de l'Université du Dakota du Nord souligne cela en suivant l'élargissement de l'OTAN. Lorsque Poutine est arrivé au pouvoir, l'OTAN ne comptait que 19 membres. Depuis 2000, elle en a ajouté une douzaine de plus. La Bulgarie, la Roumanie, la Slovaquie, la Slovénie, l'Albanie, la Croatie, le Monténégro et la Macédoine du Nord font partie de ces nouveaux membres. Cependant,
Ceux qui dérangent vraiment la Russie sont les États qui sont à la fois proches du territoire russe et qui pourraient représenter une menace pour Kaliningrad. La Lettonie, l'Estonie et la Lituanie ont intégré l'OTAN en 2004. La Finlande et la Suède, qui s'étaient longtemps considérés comme des pays relativement neutres, ont rejoint l'OTAN respectivement en 2023 et 2024 toutes deux, en réaction à l'agression russe observée en Ukraine. Oui, l'OTAN s'est élargie. Mais Sergueï Lavrov cache que la Russie a elle-même provoqué cette situation par ses actions en Europe ces dernières décennies. L'invasion de la Géorgie, l'annexion de la Crimée et plus récemment celle de l'Ukraine. Ce sont les raisons pour lesquelles l'OTAN s'est développée et pourrait continuer à se développer à l'avenir. Cela constitue une menace importante pour la Russie et Kaliningrad. Les actes de la Russie pourraient entraîner la disparition de Kaliningrad, ce que Poutine sait. C'est pourquoi il envoie Lavrov, pour réfuter chaque affirmation que l'OTAN et l'Union européenne font concernant la Russie, accusée de commettre des actes d'agression contre ces deux organisations. Et comme à son habitude, Lavrov accompagne chaque réplique d'une menace. Le porte-parole de Poutine affirme maintenant que l'Union européenne en particulier prévoit ouvertement de lancer une attaque contre Kaliningrad. Ce qui est une autre action qui sera, selon eux, accueillie par les soi-disant réponses décisives de la Russie. La militarisation de l'île de Bornholm a été critiquée par Lavrov, qui affirme que tout cela fait partie de la stratégie de l'Union européenne et de l'OTAN, pour renforcer leur contrôle sur la région baltique. Rappelez-vous que presque tous les États baltes sont dans l'OTAN, Kaliningrad restant le seul territoire contrôlé par la Russie dans la région. Encore une fois, tout cela fait partie d'une communication qui ignore le fait que ces renforcements, tout comme l'expansion même de l'OTAN, ne se produisent que là que maintenant. Face à la menace que représentent la Russie et Kaliningrad pour l'Europe, ce ne sont pas l'Union européenne ou l'OTAN qui prévoient une invasion, mais qui cherchent à retirer Kaliningrad du contrôle russe. Si Vladimir Poutine trouve un jour le courage de déclarer pleinement la guerre à l'échelle européenne, comme les actions de la Russie le laissent entendre, l'OTAN et l'Union européenne ne font pas preuve d'agressivité, ils font preuve d'intelligence. Kaliningrad, à cause des actions de la Russie, se trouve maintenant dans une position très vulnérable. Kaliningrad est encerclée, déclare Dikharov. Elle est isolée, et dans la guerre moderne, ses bases militaires pourraient être rasées avant même que Moscou ne comprenne ce qui s'est passé. La propagande du Kremlin contient une part de vérité, car l'OTAN et l'Union européenne représentent une menace claire pour Kaliningrad. Ce n'est simplement pas le type de menace que Lavrov veut faire croire aux gens. Il n'y aura aucune invasion de l'enclave russe à moins que la Russie ne donne à l'OTAN une raison de lancer cette invasion. Actuellement, l'OTAN et l'Union européenne laissent la Russie gérer le chaos qu'elle a provoqué, tout en prenant des mesures autour de Kaliningrad qui terrifia le Kremlin et isolent davantage la Russie de son enclave. Nous avons déjà parlé de la militarisation des îles. Il faut aussi considérer le renforcement des défenses en Pologne et dans les États baltes. La Russie pourrait bientôt avoir du mal à fournir de l'énergie à Kaliningrad. Comme le rapporte Euractiv, la région baltique est en train de se détacher du réseau électrique russe. Bien que cela nuise à la Russie dans la mesure où moins de revenus énergétiques entrent dans la caisse de guerre de Poutine, cela pose également des problèmes pour Kaliningrad. L'enclave dépend de la partie baltique du réseau russe pour son approvisionnement en électricité. Lorsque les pays baltes se déconnecteront du réseau électrique russe, ils entraîneront Kaliningrad avec eux. Les États baltes sont des alternatives, Kaliningrad n'en a pas. Chaque mot de Lavrov montre la vulnérabilité plus que la force. À ce stade, les propos russes sur la menace de l'OTAN envers Kaliningrad concernent moins une invasion, contrairement à ce qu'affirme Lavrov. Et surtout le choc à la fierté russe avec la mainmise vacillante de Poutine sur l'enclave. C'est pourquoi les menaces de l'OTAN blessent autant, car elles touchent la fierté fragile de la Russie, note Dikharov. Il ne s'agit pas seulement de stratégie, il s'agit d'humiliation. Si Kaliningrad est vulnérable, la Russie et surtout Poutine le semblent aussi. Voilà la clé. La rhétorique de l'OTAN effraie le plus Poutine. Prenez par exemple les propos du commandant de l'armée américaine en Europe et en Afrique, Chris Donoghue, en juillet. Alors que les tensions entre l'OTAN et la Russie augmentent, Donoghue a affirmé que l'OTAN pouvait capturer Kaliningrad plus rapidement que jamais. Si nécessaire, ces paroles auraient blessé le Kremlin, car elles diffèrent des menaces habituelles de la Russie. Poutine sait que ces menaces comptent peu hors de Russie. Il sait aussi que lorsqu'un commandant important de l'OTAN affirme que l'OTAN pourrait prendre Kaliningrad sans effort, ce n'est pas une menace en l'air. Cette déclaration montre à quel point la mainmise de la Russie sur l'enclave est précaire. Tout cela, c'est la paranoïa qui émane de Poutine. Et il n'y a pas de plus grand monument à la peur du Kremlin de perdre Kaliningrad qu'une immense installation radar que la Russie est en train de construire actuellement dans l'enclave. L'annonce de cette installation est apparue à la mi-août. Après des rapports sur des images satellites
montrant un vaste réseau d'antennes en cercle. À 25 km de la frontière polonaise de Kaliningrad, ce radar visait à montrer que la Russie surveille l'OTAN. Nous avons détaillé ce réseau dans une vidéo d'août. Regardez-la pour en savoir plus sur l'utilisation prévue par la Russie. La Russie tente à nouveau de projeter sa puissance par Kaliningrad grâce à ce réseau. Cela ne fait que souligner l'insécurité de la Russie. Pour les médias russes, c'est une démonstration de force, affirme Dikharov. Pour Lavrov, c'est un avertissement. Nous voyons tout et neutralisons les menaces. Pour l'OTAN, c'est un signal d'insécurité. La réaction de l'OTAN au réseau radar a surpris la Russie, étant l'opposé de ses attentes. L'ennemi devait paniquer et supplier la Russie de ne pas construire ce réseau. L'OTAN laisse la Russie gaspiller des millions, voire des milliards, dans une lubie digne de l'époque soviétique. La Pologne et les États baltes renforceront encore leur défense avec l'OTAN. L'œil géant de la Russie sur la Baltique subirait le sort de Kaliningrad en cas de guerre, dont il ne menace pas l'OTAN. Depuis l'invasion de l'Ukraine par Poutine, la Russie n'a projeté que de la faiblesse via Kaliningrad. Même un vaste réseau radar n'empêchera pas les armes modernes de l'OTAN de dévaster Kaliningrad si nécessaire. Poutine a souvent affirmé ne pas vouloir de course aux armements avec l'Occident. Il tenait déjà ce discours en 2018 après sa victoire à la présidentielle, puis l'a répété durant la guerre en Ukraine. Dikharov note que créer un vaste réseau de radars contredirait cette affirmation. C'est vrai, mais l'inutilité probable de ce réseau pour défendre Kaliningrad suggère que Poutine ne le voit pas comme une arme. Pour Dikharov, c'est un symbole destiné à prouver à l'OTAN et aux habitants de Kaliningrad que la Russie reste un acteur mondial. Cela nous ramène à un point évoqué plus tôt. Les habitants de Kaliningrad pourraient finalement décider du destin de l'enclave. Le vrai secret derrière les menaces de Lavrov et les craintes russes face à l'OTAN n'est pas forcément militaire. L'insécurité russe envers Kaliningrad vient du fait qu'une partie de ses habitants ne se sentent pas citoyens russes, du moins pas comme ceux de la mère patrie. Comment pourraient-ils l'être ? Kaliningrad est isolé. La Russie l'utilise comme un pion dans les jeux qu'elle mène contre l'Europe, en prêtant souvent peu d'attention à ce que veulent réellement les habitants du territoire. La propagande russe masque que les habitants de Kaliningrad sont plus liés à leurs voisins européens qu'au reste de la Russie. Kaliningrad n'est pas Moscou, dit Dikharov. Ce n'est pas la Sibérie, c'est une région qui respire l'Europe. Ses habitants traversent la frontière vers la Pologne et la Lituanie pour faire des courses, étudier et travailler. Du moins, ceux qui le peuvent encore. Kaliningrad partage davantage avec ses voisins européens qu'avec le pays qui cherche à contrôler l'enclave. Et pour beaucoup dans l'enclave, l'intégration à l'Europe est une option bien plus souhaitable que de continuer à servir à la Russie de moyen de projeter sa puissance. Il est difficile de le prouver. La Russie réprime l'information dans l'enclave. Un référendum officieux de 2023 indique qu'une majorité silencieuse à Kaliningrad espère voir la Russie perdre son emprise. Le Centre pour la sécurité humaine a rapporté ce référendum en juillet 2023, précisant qu'il était officieux, mené en ligne et jugé illégal par la Russie. Les habitants ont été invités à répondre à une question simple. Voulaient-ils rester sous contrôle russe ou voir Kaliningrad accéder à l'indépendance ? Aucun territoire contrôlé par la Russie ne peut voter pour décider s'il souhaite que la Russie maintienne ce contrôle. Mais le référendum a tout de même eu lieu. Le Centre pour la sécurité humaine indique que 95 567 personnes, soit un cinquième de la population de Kaliningrad, ont participé à ce référendum. C'est suffisamment important pour être considéré comme un échantillon représentatif. Et le résultat du référendum a envoyé un message clair à Vladimir Poutine. Kaliningrad veut quitter la Fédération de Russie. Après 13 jours de vote en ligne, 72,1% des votants de l'enclave ont préféré l'indépendance de Kaliningrad au maintien sous contrôle russe. Une grande partie de la population rejette totalement l'emprise russe sur leur vie. Il n'est donc pas étonnant que le Kremlin soit aussi inquiet quant à l'avenir de Kaliningrad. L'invasion russe de l'Ukraine a renforcé le mécontentement latent à Kaliningrad. Les Russes baltes de l'enclave ont manifesté devant l'ambassade de Russie en Pologne lors de l'invasion de l'Ukraine par Poutine. Le déroulement de cette manifestation dans un pays de l'OTAN montre un fort désir d'indépendance face à la Russie. À l'intérieur de Kaliningrad lors de la manifestation. De nouvelles tensions émergent grâce à l'impact qu'a eu l'invasion de Poutine sur la population de Kaliningrad. La vie à Kaliningrad a empiré, affirme Dikharov. Les sanctions freinent le commerce, le tourisme chute, les prix montent et les salaires stagnent. À chaque déclaration enflammée de Lavrov sur la défense de Kaliningrad, les habitants, conscients d'en subir les conséquences, lèvent les yeux au ciel. Nous revenons à la propagande du Kremlin.
En surface, cela fait partie de ce que la Russie fait habituellement. L'OTAN attaque, Kaliningrad sera protégé. Cependant, la réalité est que l'insécurité de la Russie se manifeste. Poutine sait que l'OTAN pourrait renverser Kaliningrad quand elle le souhaite, mais il se peut que l'OTAN n'ait même pas besoin de le faire. Au lieu de forcer la Russie à quitter l'enclave, l'OTAN pourrait attendre que le peuple de Kaliningrad se libère lui-même de l'influence de Poutine. Après que l'Occident a uni ses forces contre la Russie par des sanctions après l'invasion de l'Ukraine par Vladimir Poutine, le président russe a dû ruser. Utiliser des navires immatriculés en Russie ne fonctionnait plus, car ils pouvaient être suivis et arrêtés si besoin. Qu'en est-il des navires cachant leur identité, difficiles à suivre et sans lien direct avec la Russie? Ça marcherait. Et c'est ainsi que la flotte fantôme a vu le jour. La Russie s'est appuyée sur cette flotte, qui part souvent de la mer Baltique, pour continuer à alimenter son trésor de guerre, alors qu'elle perd des milliards de dollars à cause de la guerre en Ukraine qu'elle a déclenchée. Cela est sur le point de finir. Poutine est en difficulté, le Danemark ayant coupé la bouée de sauvetage de la Russie en mer Baltique. La solution du Danemark au problème de la flotte fantôme est brillante. Comme l'a rapporté TradeWinds le 6 octobre, le Danemark prévoit d'utiliser une méthode totalement légale pour mettre hors service les navires de la flotte fantôme de Poutine. Il n'enverra ni chasseurs ni missiles pour couler ces navires en mer Baltique. Il va simplement renforcer une pratique déjà en place, jusqu'à ce que les navires russes suspects ne puissent plus y échapper. Plus d'inspections de navires feront couler la flotte fantôme. Plus précisément, TradeWinds affirme que le Danemark va consacrer plus d'efforts et de ressources à effectuer des contrôles environnementaux sur ce qu'il appelle les navires vieux et usés, à la rade de Skagenred. Selon le média, cette rade est une des principales portes d'entrée pour les navires reliant la mer Baltique. Selon le site officiel du port de Skagen, environ 60 000 navires passent au nord du Danemark et traversent la rade chaque année. C'est un port très actif. La Russie a profité de ce fait pour faire passer discrètement ses navires de la flotte fantôme. Cela ne va plus se produire, car le Danemark affirme qu'il va surveiller les navires, qui traversent la rade de plus près que jamais. Un contrôle renforcé des épurateurs, rejet d'eau et exigence de carburant est prévu. TradeWinds indique que le Danemark commencera également à surveiller de plus près la gestion des déchets par les navires, et qu'il renforcera aussi le contrôle des certificats de démantèlement. Le Danemark surveillera désormais étroitement tous les signes d'appartenance à la flotte fantôme. Théoriquement, cela signifie que de nombreux navires de la flotte fantôme, souvent non assurés ou inadaptés au trajet imposé par la Russie, seront détectés et stoppés. Avant de livrer les cargaisons de pétrole à leurs acheteurs, la logique est simple. Arrêter les navires couperait le flux d'argent vers la Russie. Sans l'argent du pétrole, la Russie pourrait sombrer sous le poids du coût d'une guerre qui coûterait au pays environ 1 milliard de dollars par jour. Le ministre danois de l'Industrie et du Commerce, Morten Bortskov, a annoncé que le Danemark ciblait la flotte fantôme grâce à de meilleures inspections. Il faut stopper la machine de guerre de Poutine, y compris la flotte fantôme russe, selon Butskov. Nos contrôles à Skagenred montrent que certains de ces navires sont anciens et usés présents dans la zone. C'est pourquoi nos autorités intensifient désormais les contrôles afin que nous protégions le Danemark dans les eaux danoises. Des fonds ont déjà été alloués pour les nouvelles inspections, permettant à plus d'inspecteurs de monter à bord des navires et d'assurer le contrôle accru promis. C'est une initiative qui est géniale dans sa simplicité, et voici pourquoi. Lorsque l'Occident a imposé des sanctions contre le pétrole russe, cela a mis hors service une grande partie de la flotte de navires existantes de la Russie. Ces navires étaient modernes et opérationnels. Ils disposaient des documents d'assurance nécessaires et étaient entretenus selon certaines normes afin de garantir leur conformité à toutes les lois environnementales internationales. Faute de navires aptes à naviguer, Poutine a massivement acheté des bâtiments pour créer sa flotte fantôme. Cela posait déjà assez de problèmes. Un problème majeur souvent ignoré est que de nombreux navires de la flotte fantôme constituent un réel danger environnemental et sécuritaire. Marine Insight a expliqué dans un article de août 2025 pourquoi et comment la flotte fantôme a cru d'environ 30 navires par mois. Les navires de la flotte fantôme ont plus de 15 ans et sont en mauvais état, sans couverture d'assurance adéquate.
Ils naviguent sous des pavillons de complaisance pour dissimuler leurs véritables propriétaires et utilisent des méthodes risquées pour éviter d'être repérés ou détectés, comme éteindre le système d'identification automatique et effectuer des transferts dangereux de navire à navire dans les eaux internationales, selon la publication. La section sur les navires de 15 ans ou plus est la plus pertinente ici. En moyenne, les pétroliers ont une durée de vie d'environ 20 à 25 ans, a rapporté Vox en mars 2024. Cela peut faire croire que les navires de la flotte fantôme sont toujours en service. Cependant, le média précise que les opérateurs pétroliers les plus réputés vendent souvent leurs navires dès qu'ils atteignent 15 ans. C'est ainsi que Poutine a pu mettre la main sur autant de navires pour la flotte fantôme. Ce sont des pétroliers, dont les anciens opérateurs ne veulent plus, car l'entretien coûte trop cher, et il est plus rentable d'exploiter des pétroliers modernes à la place. Ceux qui commencent à accuser leur âge. Pour la Russie, l'âge des pétroliers n'est pas un problème, tant qu'un pétrolier ne coule pas. Il pourrait appartenir à la flotte fantôme. Tandis que Poutine se moque de l'âge de ces pétroliers suspects, l'Europe s'en inquiète. Plus un navire vieillit, plus il est susceptible de causer de graves problèmes environnementaux. Les composants commencent à se dégrader. Le navire peut ne pas respecter les normes d'émissions modernes. Et pensez à ce que transportent ces pétroliers, des milliers de litres de pétrole. Il suffit d'une seule catastrophe, comme un pétrolier vieillissant qui finit par rendre l'âme. À mi-parcours d'un voyage, une énorme fuite de pétrole pourrait se produire dans la mer Baltique ou ailleurs. Ce genre d'inquiétude existe depuis longtemps. En mars 2023, Bloomberg a publié un portrait du pétrolier Tourba. À 26 ans, ce navire devait être mis à la casse. Il n'avait pas été entièrement inspecté depuis 2017 et ne possédait pas l'assurance standard requise pour son activité. Mais Poutine l'utilisait toujours, ainsi que des dizaines d'autres navires, qui auraient dû être retirés de l'eau depuis longtemps. Le même média souligne également ce qui a été mentionné plus tôt à propos du fait que les pétroliers approchant de la fin de leur durée de vie deviennent trop coûteux à entretenir. Les pétroliers subissent normalement des inspections, appelées enquêtes spéciales, environ tous les 5 ans, selon Bloomberg. Dès la 4e inspection, la rentabilité de l'exploitation chute fortement. Les inspections peuvent en coûter entre 3 et 4 millions de dollars pour les grands pétroliers, et ils nécessiteront ensuite une inspection intermédiaire. Environ 2 ans et demi plus tard, c'est beaucoup d'argent à dépenser pour des inspections. La plupart des propriétaires de pétroliers remplacent le navire au lieu de supporter ce coût, mais la Russie ne fait aucun des deux. Les résultats inévitables apparaissent déjà. Le 6 octobre, Telewizja Polska Monde a rapporté que plusieurs des navires délabrés de la flotte fantôme de la Russie causaient déjà de graves problèmes environnementaux. Le média cite un rapport conjoint, réalisé par Politico, et des sources qui indiquent que la Russie exploite au moins 5 pétroliers inscrits sur liste noire, identifiés comme laissant d'énormes nappes de pétrole derrière eux, lorsqu'ils naviguent sur l'océan. Ces nappes ne constituent pas une catastrophe. Cependant, elles montrent le mépris total de la Russie pour la protection de l'environnement, et la sécurité des équipages à bord de ces navires douteux. Combien de temps avant qu'un navire de la flotte fantôme cause une marée noire majeure ? Espérons que cela n'arrive jamais. Mais les signes montrent que Poutine est prêt à continuer d'envoyer des navires antiques, jusqu'à ce qu'ils ne puissent littéralement plus naviguer. L'Union européenne rencontre un problème avec cette approche. Dans le cadre du Fuel Union European Maritime Framework et des zones de contrôle des émissions de la Méditerranée, zone de contrôle des émissions, des limites sont imposées sur les émissions et l'intensité carbone des navires. L'ancien cadre exige de tous les navires de réduire progressivement leur intensité carbone. Ces réductions commenceront à 2% en 2025 avec l'objectif que tous les navires naviguant dans les eaux de l'Union européenne aient atteint une réduction de 80% d'ici 2050. Le Communauté européenne, 8, fixe la limite de soufre des navires à 0,1% comme déjà en mer Baltique et du Nord. L'Union européenne veut réduire les émissions de carbone, donc elle se concentre sur l'impact environnemental du transport de pétrole et de marchandises, sur de longues distances. Grâce à sa flotte fantôme, la Russie ignore totalement les cadres prévus pour soutenir ses politiques environnementales. Et c'est là que l'ingéniosité des inspections du Danemark entre en jeu. Le pays peut justifier cet examen accru dans ses dispositifs Union européenne et Méditerranée. La Russie n'a vraiment aucun recours si elle essaie de s'opposer au contrôle que le Danemark va effectuer. Cela revient essentiellement à admettre que les navires les plus susceptibles d'être arrêtés appartiennent à la flotte fantôme. Cela va à l'encontre de l'objectif de la flotte fantôme. Les navires, par nature, ne sont pas censés avoir de lien direct avec la Russie. Donc, le Danemark peut empêcher ces vieux navires de naviguer,
et la Russie ne peut rien dire directement de peur de s'incriminer elle-même. La Russie n'a guère d'autres options pour accéder à la mer Baltique non plus. Comme le note War on the Rocks, la mer Baltique est accessible par un trio de points d'étranglement. L'un d'eux est le Skagerrak, qui est l'emplacement de Skagen Rouge. L'autre est le Kattegat. Ces deux zones sont sous contrôle de pays de l'OTAN, avec la Norvège et la Suède renforçant la présence danoise. Si elles imitent le Danemark, la flotte de l'ombre aura bien moins d'options. Encore pire pour la Russie selon la source. Tout navire allant au nord à l'est de la mer Baltique doit passer par Bornholm, île danoise. Cette île est pertinente pour ce que fait le Danemark dans la Baltique pour une autre raison. J'en parlerai plus tard dans la vidéo. Maintenant, ce genre d'obstacle représente exactement ce que Poutine ne veut surtout pas voir se produire dans la mer Baltique. Parce que la flotte fantôme est absolument essentielle à la capacité de la Russie de poursuivre la guerre en Ukraine. C'est évident rien qu'à la somme investie par la Russie dans ces vieux navires. Même si les navires qui composent la flotte fantôme approchent ou dépassent leur durée de vie prévue, ils coûtent toujours de l'argent. Selon Naviguer en Russie de Craig Kennedy, Poutine a investi 14 milliards de dollars dans l'achat de navires de la flotte fantôme depuis mai 2022. Cela a bien profité à certains armateurs européens et américains peu scrupuleux. Une vaste enquête de type « Suivez l'argent » rapporte qu'ils ont collectivement gagné au moins 63 milliards de dollars grâce au désespoir de Poutine. Il paraît improbable que l'Occident puisse agir sur la vente de ces navires à la source. Des mesures comme celle du Danemark peuvent au moins garantir que la Russie gaspille son argent après l'achat d'un navire douteux. Poutine a dépensé tout cet argent pour une raison. Comme le note Jamie Shire de Friends of Europe, le pétrole est l'une des exportations les plus rentables de la Russie. L'année dernière, dit Shire, en faisant référence à 2024, le Kremlin a récolté 164 milliards de dollars grâce aux ventes de pétrole pour financer son effort de guerre en Ukraine. C'était 5% de plus qu'en 2023. Ces ventes de pétrole aident Moscou à stabiliser le rouble, maîtriser son déficit et maintenir sa balance des paiements pour financer ses importations. La flotte fantôme est essentielle pour permettre à la Russie d'équilibrer ses comptes, non seulement pour la guerre en Ukraine, mais aussi pour l'ensemble de l'économie russe. Le gouvernement britannique précise que ces sanctions de juillet 2025 visent 135 pétroliers de la flotte fantôme, responsables du transport de 24 milliards de dollars de marchandises depuis début 2024. Cela génère environ 16 milliards de dollars annuels pour la Russie, justifiant l'investissement de 14 milliards de dollars de Vladimir Poutine dans cette flotte. L'Union européenne sanctionne également des navires. Environ 444 navires de la flotte fantôme russe sont déjà sur liste noire, et 120 autres devraient s'y ajouter avec les nouvelles sanctions de l'Union européenne. Des barrières contre la flotte fantôme de la Russie sont mises en place partout grâce aux sanctions. Maintenant, le Danemark crée une barrière littérale, et tout navire louche qui tente de traverser le Skagen Rouge sera dans sa ligne de mire. Certains pourraient dire que ce niveau de surveillance dans la mer Baltique aurait dû être appliqué depuis longtemps. Peut-être qu'ils n'auraient pas tort. La décision du Danemark de renforcer ses inspections peut sembler admettre qu'il n'en faisait pas assez auparavant pour stopper la flotte fantôme. Cependant, il est possible que le Danemark ait été poussé à agir par une série d'incidents récents, indiquant que l'Ukraine n'est pas la seule à être menacée par la Russie et ses ambitions militaires. Le Danemark est aussi dans le viseur de Poutine. Quelques jours avant l'annonce de l'initiative danoise, Reuters a rapporté des provocations navales russes dans plusieurs détroits, contrôlés par le Danemark. Ces provocations incluaient des navires de guerre russes, naviguant vers des collisions et pointant des armes sur des bâtiments danois. Les navires russes ont aussi utilisé des brouilleurs, système de positionnement global, pour perturber d'autres navires, a indiqué Thomas Arenkiel, directeur du renseignement danois, lors d'une conférence de presse en octobre. Il a révélé qu'un navire de guerre russe était resté plus d'une semaine dans les eaux danoises, probablement pour menacer le Danemark, et tout autre navire susceptible de passer à proximité. Plusieurs incidents ont eu lieu dans les détroits danois, où des hélicoptères et navires danois ont été ciblés par des radars et des armes de navires russes, a déclaré Arenkiel. Il a ajouté que la Russie emploie des moyens militaires agressifs pour nous mettre sous pression sans provoquer de conflit armé, dans un sens traditionnel. Donc, la Russie va utiliser des moyens non conventionnels pour menacer le Danemark.
Quelle meilleure réponse qu'une que la Russie n'aurait jamais vu venir? Au lieu de tenter d'intimider la Russie, le Danemark use d'un droit ancien pour nuire indirectement à l'armée russe de façon inattendue pour Poutine. Diminuer l'efficacité de la flotte fantôme de quelque manière que ce soit affaiblira l'armée russe. C'est tout l'objectif des sanctions. Avec plus d'inspections de navires, le Danemark a trouvé une nouvelle solution à un problème russe. Cela ne signifie pas que le Danemark ne prend pas d'autres mesures pour limiter la Russie en mer Baltique. Outre des méthodes non conventionnelles, il utilise aussi des moyens traditionnels pour montrer à la Russie son sérieux. Les inspections renforcées du Danemark s'inscrivent dans un plan plus vaste pour la Baltique, visant à riposter à la Russie de diverses façons. Se préparer est l'une de ces façons. En septembre, le site de la défense danoise a indiqué que le Danemark était l'une des 14 nations ayant pris part à l'exercice maritime Northern Coasts en mer Baltique. Le pays a envoyé une de ses frégates et tous ses navires de déminage pour participer à un exercice où il s'est entraîné à la guerre maritime tactique dans les eaux côtières. L'exercice visait à assurer la libre navigation en mer Baltique, malgré les tentatives de la Russie de cibler certains navires avec sa guerre hybride. Cela montre à Poutine qu'il risquerait bien plus que de simples inspections de la flotte fantôme s'il pousse trop loin le Danemark. En juin, le Danemark a aussi annoncé le déploiement de drones flottants Sally en mer Baltique. Ces navires sans équipage, fabriqués par une entreprise basée en Californie, ressemblent à des voiliers, mais sont en réalité des centres de collecte de données. Ils disposent de capteurs, caméras et radars. Cela, combiné à l'intelligence artificielle embarquée, leur permet de fournir une image plus détaillée de l'activité maritime que d'autres méthodes de surveillance, comme la navigation par satellite. Les drones Sally aidèrent le Danemark à repérer plus de navires de la flotte fantôme, dont ceux liés à la tentative de sabotage de câbles sous-marins en mer Baltique selon le Guardian. Souvenez-vous de cette île citée plus tôt, que tous les navires vers le nord-est longent pour accéder à la mer Baltique. Ce bout de terre, l'île de Bornholm, va bientôt servir à bien plus qu'un poste d'observation. Le 8 septembre, le Nordic Reporter a annoncé que le Danemark renforçait sa présence militaire sur cette petite île, baptisée le Régiment de Bornholm. Il s'agit de la 10e unité de ce type dans l'armée danoise, rassemblant entre 500 et 900 membres. Ils disposeront de 15 véhicules blindés, patrie à 6 par 6 chacun, transportant jusqu'à 10 soldats. Ce régiment s'ajoutera à la force d'environ 200 personnes déjà stationnées par le Danemark sur l'île de Bornholm. Cela peut ne pas paraître une grande décision. Cependant, le Danemark n'a pas une armée particulièrement importante. Actuellement, son armée ne compte qu'environ 23 000 militaires actifs, bien que le Danemark prévoit d'augmenter ce nombre à 28 000 d'ici 2033. Envoyer environ 1000 soldats sur une seule île démontre que le Danemark prend ses responsabilités en mer Baltique extrêmement au sérieux. La militarisation de l'île de Bornholm peut sembler mineure prise isolément, mais lorsqu'on la combine avec tout ce que fait le Danemark en mer Baltique, c'est une pièce de plus dans un immense puzzle qui implique l'ensemble de l'OTAN. Et la Russie ne peut vraiment rien faire contre tout cela. Tout ce que fait le Danemark, de ses inspections à la militarisation accrue de la mer Baltique, se fait sur le territoire danois. Il a le droit de faire tout cela, et agit selon les réglementations internationales et de l'Union européenne. Pour entraver la flotte fantôme de la Russie, il reste à voir à quel point la nouvelle stratégie danoise basée sur les inspections sera efficace pour gérer les navires de la flotte fantôme. Elles ne stopperont pas seuls les vieux navires de Poutine, mais la pression supplémentaire sera toujours un problème pour Poutine, un problème qu'il ne va pas résoudre. Poutine doit donc miser sur la guerre hybride et des attaques indirectes contre l'OTAN. Cela ne fera qu'encourager plus de réactions similaires à celles du Danemark en mer Baltique. Pendant la guerre en Ukraine, la Russie a manipulé la vérité et le récit pour fausser l'image du conflit avec des mensonges et de la propagande. Ses principales figures, comme le président Vladimir Poutine, ont dit au monde que la Russie trace une voie vers une sorte de victoire glorieuse, écrasant toute opposition sur son passage. Mais ces mensonges de guerre viennent d'imploser, révélant la vérité. Des informations de sources officielles russes ont révélé la dure réalité du taux de perte catastrophique du pays, les chiffres étant pires que prévu. Bien sûr, il était évident que la guerre se passait mal pour la Russie.
De nombreuses sources ont publié officielles, dont la liste des pertes russes vérifiées en Ukraine par Oryx, renseignements open source, confirme cela avec des mises à jour fréquentes et précises. Les quantités extraordinaires de matériel militaire que la Russie a perdu jusqu'à présent, comme plus de 4190 chars, plus de 8400 véhicules blindés et véhicules de combat d'infanterie, et environ 350 systèmes de missiles solaires. Quelques exemples suffisent. Les pertes humaines russes sont aussi bien documentées. En juin de cette année, le ministère britannique de la Défense a été l'une des nombreuses entités officielles à déclarer que la Russie avait probablement dépassé le triste cap de plus d'1 million de soldats tués ou blessés au combat, avec des estimations suggérant qu'environ 250 000 personnes étaient mortes. Cela fait de ce conflit le plus coûteux dans lequel la Russie ait été impliquée depuis la Seconde Guerre mondiale. 2025 a, selon tous, été une année particulièrement dévastatrice. Dans cette même mise à jour de juin, le ministère britannique de la Défense a déclaré que la Russie avait probablement déjà subi 20 000 pertes depuis le début de l'année, avec une moyenne quotidienne de 1250 victimes par jour. À l'approche de la fin de 2025, il est impossible de dire combien d'autres vies ont été perdues, alors que les commandants russes persistent avec leurs tactiques imprudentes et inutiles, envoyant des soldats à l'abattoir dans l'espoir désespéré que leur supériorité numérique finira par porter ses fruits. En même temps, beaucoup des chiffres et statistiques rapportés sur la guerre entre la Russie et l'Ukraine proviennent soit de sources occidentales, comme le ministère britannique de la Défense, ou de chercheurs basés aux États-Unis, soit de l'Ukraine elle-même. La Russie a, elle, tendance à garder ses données secrètes. Elle ne fait aucune grande annonce sur ses chaînes de télévision d'État concernant le nombre de ses citoyens tués ou blessés. Cependant, elle tient des registres, dont certains viennent de fuiter. Pour la première fois depuis le début de la guerre, des registres internes russes concernant les pertes militaires en 2025 sont désormais disponibles. Les documents ont été obtenus et partagés par le projet ukrainien Hoshu Zeit, ce qui se traduit par « Je veux vivre ». « Je veux vivre » est une initiative gérée par la Direction principale du renseignement ukrainienne. Elle est conçue pour aider les soldats russes, qui ne veulent pas participer au conflit à se rendre en toute sécurité aux forces armées ukrainiennes. Elle a commencé en 2022, plusieurs mois après le début de la guerre. Et en janvier 2024, le service aurait reçu plus de 26 000 appels téléphoniques, ainsi que plus de 48 millions de visites sur son site web. Aucun détail n'indique comment l'équipe Je veux vivre a obtenu ces documents russes divulgués. Il est probable qu'ils ne veuillent partager aucune information sur d'éventuels informateurs ou taupes chez les Russes. Cependant, ils ont publié des photos des documents sur X pour que tous puissent les voir. Ces documents présentent un grand tableau type feuille de calcul avec diverses colonnes et chiffres, expliqués par un en-tête en haut de page. Les chiffres ci-dessous détaillent les pertes globales de l'armée russe pour la période du 1er janvier au 1er septembre 2025. Et les différents en-têtes de colonnes représentent différents types de pertes, y compris les morts, les blessés, les soldats portés disparus et les soldats faits prisonniers par l'ennemi, ainsi qu'une section à droite concernant les pertes en matériel. Je veux vivre a publié un fil détaillant tout ce qu'on pouvait apprendre du tableau, en commençant par cela. Pour la première fois, nous publions des statistiques russes sur les pertes dans les forces armées russes en 2025. Nous avons obtenu des données sur les pertes de l'armée russe pour les 8 premiers mois de 2025, et les chiffres sont stupéfiants. En 243 jours, la Russie a perdu 281 550 hommes tués, blessés et portés disparus. Plus de 280 000 pertes en seulement 8 mois. Ce chiffre stupéfiant illustre la véritable catastrophe qu'a représentée cette guerre pour la Russie. L'Ukraine, bien sûr, a également perdu d'innombrables personnes, y compris d'innombrables civils tués lors des bombardements imprudents de drones et de missiles russes. Mais la Russie, en tant que force d'invasion plus importante, avec toutes ses énormes dépenses de défense et ses vastes stocks de chars, de véhicules blindés, de missiles et plus encore, n'aurait jamais dû perdre autant de personnes pour des gains aussi minimes. Ces chiffres sont honteux pour les commandants du Kremlin et montrent leur imprudence et obstination en utilisant des tactiques traitant les vies humaines comme de la chair à canon. De nombreux rapports ont montré que les soldats russes étaient souvent envoyés au front sans préparation, avec une formation inadéquate, un équipement rudimentaire et presque aucun soutien en blindés ou en artillerie pour les aider. Il n'est donc pas surprenant que de nombreux soldats soient morts et si peu de terres conquises. Pourtant, le Kremlin refuse d'adapter sa stratégie,
se limitant à recruter toujours plus d'hommes pour remplacer les morts. La deuxième publication de Je veux vivre entre dans les détails, expliquant précisément comment ce chiffre de 281 550 pertes se répartit, tout en soulignant l'énorme quantité de matériel militaire. La Russie a également subi des pertes. 86 744 morts, dont 1583 officiers et 8 633 prisonniers, 33 966 disparus, dont 11 427 prisonniers, 158 529 blessés, dont 6 356 officiers et 16 489 prisonniers, 2 311 capturés. La perte de matériel militaire s'élève à 13 145 unités qui sont irrécupérables et 48 458 unités peuvent être restaurées. En regardant de plus près ces chiffres, les décès représentent près d'un tiers du total des pertes. Cela montre à quel point les lignes de front sont dangereuses et mortelles pour les deux camps. Avec des drones qui bourdonnent constamment dans les airs et des tirs d'artillerie qui pleuvent d'en haut. Avec en plus de grandes concentrations de troupes au sol prêtes à tirer sur toute force ennemie qui entre sur les lieux, les chances de survie sont quasi nulles. Cela montre aussi l'inefficacité de la Russie à évacuer ses soldats blessés du champ de bataille. Ses commandants sont soit incompétents, soit indifférents au sauvetage de vies humaines. Comme le note l'un des derniers messages du fil « Je veux vivre », le ratio de pertes est révélateur. En raison de l'absence d'un système adéquat pour évacuer les blessés du champ de bataille, il n'y a que 13 soldats blessés pour chaque soldat tué. Cela montre le faible taux de survie des blessés, souvent abandonnés sans aide après avoir été touchés. Concernant les chiffres de l'équipement, ces deux éléments révèlent le coût choquant de l'effort de guerre du Kremlin. Même si les responsables russes semblent croire qu'ils peuvent restaurer la grande majorité des chars, véhicules et autres équipements endommagés, ils admettent tout de même plus de 13 000 pertes au total, ce qui représente des milliards et des milliards de dollars de matériel militaire. Et bien que les données russes n'entrent pas dans le détail des types spécifiques d'équipements inclus dans ces pertes, on sait grâce aux analystes du renseignement en source ouverte que l'Ukraine a réussi à détruire un grand nombre de chars, de systèmes d'artillerie, de radars, de défense aérienne, d'avions, de navires, de véhicules d'infanterie de combat et d'autres éléments cruciaux de la machine de guerre du Kremlin, affaiblissant ainsi les capacités offensives de la Russie. Frappe après frappe, le fil Je veux vivre continue, détaillant combien de pertes la Russie a subies chaque mois. En moyenne, les pertes mensuelles moyennes sont de 35 193 personnes et 7 700 unités d'équipement, dont 1643 unités sont irrécupérables. Chaque jour, l'armée russe perd en moyenne un bataillon, avec 496 hommes tués ou portés disparus. Chaque mois, l'ensemble de la 7e brigade des forces des armées russes est perdu. Ces chiffres illustrent encore davantage l'ampleur des pertes russes, avec près de 500 soldats tués, blessés ou portés disparus chaque jour au combat. C'est un chiffre totalement insoutenable. Jusqu'à présent, la Russie parvient encore à recruter des dizaines de milliers de soldats chaque mois. Elle y est parvenue par divers moyens, notamment en offrant de grosses primes en argent à des personnes désespérées, qui peinent souvent à trouver du travail et cherchent simplement un moyen facile de subvenir aux besoins de leur famille. En recrutant des meurtriers, violeurs et autres criminels condamnés, envoyer directement des prisons au front pour renforcer les rangs russes. La Russie a aussi exploité les migrants, exerçant une pression sur les communautés d'Asie centrale, notamment d'Ouzbékistan, Tadjikistan et Turkménistan, les menaçant d'expulsion ou d'emprisonnement, à moins qu'ils n'acceptent de s'enrôler. Cela aussi a été révélé par l'initiative Je veux vivre dans un rapport sombre publié plus tôt cette année. Ce rapport montrait combien de ces personnes, d'abord balayeurs de rue ou ouvriers du bâtiment, ont été forcés d'intégrer l'armée et envoyés mourir en Ukraine. En plus de tout cela, plus tôt cette année, les législateurs ont également présenté un projet de loi qui permettrait la conscription toute l'année. Cela remplacerait le système de conscription actuel en Russie, donnant à l'armée le pouvoir de mobiliser de nouvelles troupes parmi la population générale, plus ou moins quand elle le souhaite. Grâce à tous ces changements, le Kremlin continue d'augmenter le nombre de ses militaires en service actif, ce qui permet en partie de compenser ces pertes massives. En effet, un rapport récent de la principale direction du renseignement ukrainien a révélé que la Russie avait mobilisé environ 280 000 nouveaux militaires depuis le début de 2025. Vadim Skibitsky,
chef adjoint du direction principale du renseignement ukrainienne, l'a déclaré dans un entretien à Ukrenform le 7 septembre. Selon nos données, au 1er septembre 2025, le Kremlin a mobilisé environ 281 000 militaires sous contrat. C'est presque exactement le même nombre que le total des pertes sur la même période. Ce qui montre à quel point la Russie a été efficace pour remplacer les personnes blessées, tuées ou capturées par l'Ukraine. Le direction principale du renseignement ukrainien indique aussi que le Kremlin veut recruter 343 000 personnes d'ici fin d'année. La Russie est en bonne voie d'atteindre, voire de dépasser cet objectif, tant qu'elle maintient son rythme actuel de recrutement, puisqu'elle gagne actuellement environ 35 000 nouveaux soldats chaque mois, comme le note Skobitsky. Tout indique qu'ils atteindront leur objectif de recrutement d'ici la fin de l'année, mais cela ne pourra pas durer. La Russie ne dispose pas d'une réserve infinie de personnes valides, prêtes à prendre les armes et à risquer leur vie en Ukraine. Elle ne dispose pas non plus d'une quantité infinie d'argent et de ressources pour continuer à financer ses coûteuses campagnes de recrutement et à maintenir son effort de guerre de plus en plus onéreux. De plus, le coût de chaque nouveau soldat augmente, comme l'a détaillé récemment le docteur Yanis Kluger sur le blog Russianomics. Le docteur Kluger, expert en développement économique et commerce en Europe de l'Est et en Eurasie, a beaucoup écrit sur les aspects financiers de la guerre Russie-Ukraine. Dans un article du 5 septembre, Kluger a écrit « Si l'on ne prend en compte que les primes d'engagement régionales et fédérales, le coût moyen pour recruter un soldat sous contrat est passé de 1,5 million de roubles en janvier 2025 à environ 2 millions de roubles aujourd'hui. D'ici la fin de 2025, le coût par soldat devrait probablement atteindre 2,5 millions de roubles. » Il a ensuite détaillé les implications pour l'économie russe. À 2 millions de roubles par soldat, recruter 35 000 soldats coûterait 70 milliards de roubles, soit 840 milliards de roubles par an, ou 0,4% du produit intérieur brut. Avec 2,5 millions par soldat, le recrutement coûterait 0,5% du produit intérieur brut. Bien sûr, ce n'est pas toute l'histoire. Parce que les primes fédérales et régionales ne représentent qu'une partie des coûts de recrutement, et un faible pourcentage du coût total du personnel, qui inclut la solde des soldats, les compensations et les pensions. Autrement dit, il sera de plus en plus coûteux pour la Russie de recruter de nouvelles troupes pour remplacer celles perdues le mois précédent. Les perspectives économiques de la Russie sont très sombres actuellement. De nombreux économistes, internes et externes, prévoyant une forte récession. En plus d'une grave pénurie de main-d'œuvre également. Même Poutine a été contraint de reconnaître sa défaite dans ce secteur. Il s'est engagé à réduire les dépenses de défense en 2026 à un niveau légèrement inférieur à celui de 2025, selon le projet de budget de la Russie, afin d'aider son pays à éviter davantage de turbulences économiques. Mais les faits sont clairs à voir. Même si le budget de la défense de la Russie diminue, elle ne peut pas se permettre de maintenir ce conflit pendant des années, et des années, à venir. Surtout pas alors que l'Ukraine poursuit des attaques aussi efficaces et dévastatrices contre son infrastructure. En effet, les frappes de drones ukrainiens contre les raffineries de pétrole, les pipelines et les dépôts de carburant sont en grande partie responsables de la crise massive du carburant qui se propage actuellement à travers les régions de la Russie. Des stations-service ferment et de longues files d'automobilistes attendent des heures pour acheter de l'essence à prix record. Plus la guerre dure, plus elle coûtera cher à la Russie. Et à un certain moment, le recrutement en souffrira inévitablement. Le Kremlin ne pourra pas mobiliser assez d'hommes pour compenser ses pertes et progressivement, l'armée russe s'effondrera. De plus, malgré un recrutement massif et une force supérieure à celle de l'Ukraine, le Kremlin n'atteint toujours pas ses objectifs sur le terrain, ce qui est particulièrement inquiétant avec ces nouvelles données russes divulguées. La publication de Je veux vivre compare la situation actuelle à celle de l'armée soviétique durant la Seconde Guerre mondiale. C'est comparable aux pertes de l'Union des républiques socialistes soviétiques lors de l'offensive de Prusse orientale, où 126 000 soldats sont morts. Les soviétiques ont pris le nord de la Pologne et toute la Prusse, dont Königsberg. Les généraux russes modernes ont perdu 120 000 hommes sans réussir à prendre Pokrovsk. C'est une déclaration accablante, mais absolument vraie. L'armée russe a toujours été crainte, notamment après les exploits soviétiques durant la Seconde Guerre mondiale. L'Union s'est notamment fait connaître pour avoir renforcé ses forces après la guerre.
Elle a constitué l'un des plus grands stocks de chars et blindés durant la guerre froide et mené l'innovation militaire avec des véhicules pionniers, comme le BMP. Quand la Russie a envahi l'Ukraine, de nombreux experts et analystes militaires prévoyaient une victoire rapide du Kremlin. Après tout, ils disposèrent d'une armée plus grande et de bien plus de ressources. Mais cela ne s'est pas du tout passé ainsi. Malgré quelques succès de la Russie. Depuis près de 4 ans qu'elle combat en Ukraine, elle contrôle aujourd'hui à peine plus de territoire qu'en mars 2023, avec des gains qui restent limités par rapport au coût global de la guerre. De plus, dans des zones clés comme le secteur de Pokros à Donetsk, comme le souligne la publication Je veux vivre, la Russie a été totalement incapable d'avancer. Elle a tenté pendant des mois de prendre une ville, mobilisant une grande force et utilisant toutes ses tactiques, des drones aux chars, et même en déguisant ses militaires en civils afin de les infiltrer à Pokros pour perturber la ville de l'intérieur. Rien n'a fonctionné. Même avec plus de 10 000 soldats dans la région, la Russie n'arrive toujours pas à percer les lignes défensives de l'Ukraine. Au lieu de cela, elle envoie toujours plus de troupes et d'armes vers Pokrovsk, subissant des pertes continues. Le fil de discussion. Je veux vivre X comprenait également quelques détails sur certaines unités et bataillons qui ont subi les plus grandes pertes. Le groupe central de force, avec la 2e et la 51e armées interarmes, subit le plus de pertes. La 2e armée interarmes commandée par Ramil Ibatoulin et ses principales unités. La 27e division ainsi que les 15e et 30e brigades de fusiliers motorisés ont perdu 15 310 personnes et comptent 16 260 blessés. La 51e armée, incluant les tristement célèbres unités de chair à canon, 1ère, 5e, 114e, 132e, 110e et 9e brigade de fusiliers motorisés, a infligé 13 000 pertes et 14 201 blessés. La 51e armée a subi les pertes matérielles les plus lourdes avec 1642 unités. La première armée de chars du groupe des forces de l'Ouest a également subi d'importantes pertes. 9 987 pertes irréparables et 11 411 blessés. Les unités d'élite russes, que le commandement tente de préserver, ont perdu 2272 parachutistes tués ou disparus et 3191 blessés. Les chiffres montrent que certaines forces russes ont beaucoup plus souffert, ce qui laisse supposer un moral très bas chez les troupes restantes. Ayant vu tant de leurs frères d'armes tomber au combat, ceux qui restent sont forcés de se demander « Serais-je le prochain à mourir ?» Cela pourrait pousser plus de soldats de ces unités à se rendre, déserter ou tout faire pour fuir le conflit et sauver leur vie. Plus tôt cette année, des rapports mentionnaient des soldats russes se tirant dessus ou sur leurs camarades, notamment aux pieds. Afin d'être évacués médicalement des lignes de front et de revoir leurs familles, cela va devenir une tactique de plus en plus courante à mesure que les pertes continuent de s'accumuler et que les troupes russes prennent mieux conscience de la dure réalité de leur situation. Le fil X de Je veux vivre se termine par le message suivant à la population russe. Les Russes doivent être mentalement préparés au fait que lorsque la guerre prendra fin, on pourra leur révéler le véritable nombre de morts, de disparus et de blessés. Depuis le début de l'invasion, ce nombre a dépassé 1 million. C'est le prix du règne de Poutine et de son soutien parmi le peuple russe. C'est la dure et froide vérité de cette guerre. Et c'est quelque chose que même Poutine ne peut plus cacher à son peuple. Découvrez-en plus sur les pertes russes dans notre vidéo, qui analyse comment les forces de Poutine pourraient manquer de chars, d'artillerie et de main-d'œuvre d'ici 2026. Sinon, regardez cette vidéo pour voir comment les forces ukrainiennes viennent de lancer l'une de leurs plus grandes attaques de représailles de la guerre jusqu'à présent. En bombardant des sites en Crimée et en Russie, le Kremlin doit gérer de nombreux incendies et des problèmes coûteux. Et enfin, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour être parmi les premiers au monde à découvrir les derniers développements majeurs sur les lignes de front en Ukraine.